Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé ce samedi un message de félicitations à son homologue rwandais Paul Kagame, réélu avec 98% des voix. Et en sport, Mo Farah a remporté le 10 000 mètres avec la meilleure performance de la saison. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé ce samedi un message de félicitations à son homologue rwandais Paul Kagame, réélu haut la main à la magistrature suprême de son pays. Dans son message, le président de la République a salué une éclatante gage d'adhésion maximale du peuple souverain du Rwanda autour de la vision de son leader charismatique. Nul doute que ce renouvellement de confiance sera source de plus grande motivation dans votre quête légitime, largement à connecter votre pays à toutes les strates de développement durable, a écrit le président Guelleh. Sous votre leadership éclairé, le Rwanda n'a pas su uniquement tourner la page avec les événements tragiques de son histoire récente, il réalisa aussi l'exploit de se poser en modèle de réussite pour l'ensemble des pays d'Afrique, a fait remarquer le numéro 1 djiboutien. La République de Djibouti se réjouit de la nature privilégiée, relation d'amitié et de coopération qu'elle entretient avec la nation sœur et amie du Rwanda, a également indiqué le président de la République. Nous n'aurons de cesse en faveur du renforcement des liens privilégiés, notamment à travers un soutien officiel à la multiplication de partenariats économiques gagnant-gagnant et bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il promis, avant de réitérer ses chaleureuses félicitations à son homologue rwandais. Paul Kagame est réélu hier, vendredi, à la tête de son pays, avec plus de 98% des voix exprimées dans le cadre d'un scrutin présidentiel, l'ayant opposé à deux autres candidats. Le chef de l'État sortant, donc Paul Kagame, a obtenu une victoire écrasante à l'élection présidentielle en étant réélu avec plus de 98% de voix selon des résultats partiels divulgués ce samedi. La commission électorale a publié dans la nuit des résultats portant sur 80% des bulletins dépouillés qui donnent Kagame très largement en tête avec 98,66% des suffrages exprimés, ses deux adversaires recueillant seulement 1%. Le NEC estime que 97% des 6,9 millions d'électeurs inscrits ont voté. Selon ces résultats partiels, l'indépendant Philippe Ngaï-Mana obtient 0,72% des suffrages exprimés et Franck Habineza, leader du Parti démocrate vert, le seul parti d'opposition au Rwanda, recueille 0,45% de voix. Dès le début de la soirée, alors que le scrutin s'était déroulé dans le calme vendredi, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Kigali devant un écran géant installé dans un gymnase proche du stade national pour fêter la victoire attendue de M. Kagame. Nous fêtons Paul Kagame, a lancé un jeune homme dansant au rythme d'une musique pop assourdissante. Un bon résultat, c'est le FPR de Paul Kagame, mais on est confiant, il va gagner, a confié un autre, Bruce Iragua. Avant même le scrutin, une large victoire de M. Kagame, 59 ans, qui briguait un troisième mandat de 7 ans, était attendue. Paul Kagame a libéré le pays, il a stabilisé le pays et maintenant on peut marcher dans tout le pays, nuit et jour, sans problème, a expliqué Jean-Baptiste, un entrepreneur de 54 ans qui a voté dans le même bureau du centre de Kigali que le président. Il a fait beaucoup pour le pays, il continue, c'est un homme exceptionnel, a-t-il ajouté, en avouant ne pas connaître M. Ngaï-Mana et Habineza. Conscient de n'avoir quasiment aucune chance de l'emporter, Habineza s'était cependant réjoui que pour la première fois depuis 23 ans, un parti d'opposition se trouve sur les bulletins de vote dans un entretien téléphonique hier. Dans le Rwanda post-génocide, seuls des candidats indépendants ou alliés à M. Kagame avaient jusque-là pu se présenter à l'élection présidentielle. Également dans l'actualité, dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire du quartier PK12 a organisé une cérémonie de sensibilisation sur les droits de l'enfant. Cette cérémonie, organisée en étroite collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF, est initiée pour faire valoir aux jeunes ce que vaut de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale, ou le refus de l'excision pour les jeunes filles, ou encore la lutte contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité de défense des droits humains et des jeunes du quartier PK12. En cette période de l'été, une sensibilisation serait d'une importance capitale, car c'est l'été où les jeunes ont beaucoup plus de temps à passer dans les endroits de rencontre tels que les CDC, et ces séances de sensibilisation interviennent à un moment crucial dont l'objectif est de bien encadrer les jeunes dans la bonne voie et surtout les sensibiliser pour leurs droits qui les revient. Au cours de cette cérémonie, les habitants
habitants et plus précisément les membres du comité ont présenté un sketch qui rappelle l'importance de la scolarisation de l'enfant et ce genre de sensibilisation sont organisées régulièrement pour améliorer le droit de l'enfant. Et enfin, les jeunes ont exposé une belle prestation de danse traditionnelle présentée par un groupe folklorique du quartier PK12 pour occuper les jeunes et faire vivre cette rencontre sous différents angles. Si notre pays a été reconnu comme un livre de géologie à ciel ouvert, il y a longtemps que Djibouti possède un riche patrimoine archéologique. De nombreuses missions archéologiques ont sillonné notre pays avec pour objectif principal de parvenir un jour à connaître la mémoire historique du passé. Les résultats de recherche seront aussi les atouts importants pour l'Institut de recherche archéologique historique du CERD, dirigé par Dr Salah Zakaria, d'avoir des outils de préservation et de conservation archéologique. Dans ce cadre, une mission archéologique est dirigée par un éminent archéologue français spécialiste dans le domaine, Dr Benoît Poblon, et deux archéologues djiboutiens, Abian Abdelkader et Ibrahim Ousmane, ont mené conjointement une mission entre le lac Assal et le lac Abbé. Ces travaux consistent à lancer une campagne de sondage pédagogique. Être étudié donc par ma collègue Abian Aboubeker dans un travail universitaire. J'ai trouvé aussi des tombes plus anciennes asgoumatienne, du nom du site d'Asgoumati, la première culture préhistorique de Djibouti. Et j'ai aussi retrouvé le site rupestre d'Abourma avec les gravures sur 1,5 km. Comment comprendre ces gravures, comprendre ces sites? Il faut absolument les remettre dans leur paysage, dans leur climat de l'époque, pour mieux cerner leur mode de vie, leur comportement. Et c'est donc le projet que j'ai initié cette année avec cette première campagne de sondage pédologique entre le lac Assal et le lac Abbé. Il fait partie de ce projet qui s'intitule « Approche géoarchéologique des environnements lacustres anthropisés des lacs du Rift en République de Djibouti ». La géoarchéologie, c'est l'archéologie en liaison avec beaucoup plus de spécialités et de spécialistes. Donc tous ces spécialistes vont nous permettre de comprendre l'environnement, le climat sur les 10 derniers millénaires. C'est l'objectif de notre recherche. Et ce que nous avons réalisé cette année, ce sont des collecte d'informations sur le niveau des lacs de l'époque. Nous avons échantillonné des sédiments qui sont des marqueurs du climat de l'époque, des différentes époques, nous l'espérons, qui permettront alors de comprendre le climat, la pluie, la flore, le paysage, qui étaient autour des sites archéologiques que nous avons déjà repérés. Et ces sites archéologiques donc pourront trouver des réponses par rapport à l'alimentation, à leur mode de vie et à l'eau qu'il pouvait y avoir et le paysage. On pourra trouver des réponses quant à leur comportement. Étaient-ils pasteurs? Étaient-ils chasseurs? Étaient-ils autre chose? Voilà, c'est le but de cette démarche, de ce programme archéologique. Il me permettra aussi, en revenant sur Abourma, de replacer tous ces éléments, ce livre d'Abourma, ces animaux, dans leur contexte initial, dans leur paysage initial, et donc nous aurons la formation de phonique. Donc les sites archéologiques, on obtiendra les informations de la flore, de la pluviométrie, de l'hydrographie et de la faune. Et à partir de là, l'interaction entre toutes ces données et l'archéologie permettra donc de comprendre dans quel milieu ces gens vivaient. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Mo Farah a remporté le 10 000 mètres des mondiaux de Londres avec la meilleure performance de la saison en 26 minutes 49 secondes et 53 centièmes. C'est le 3e titre mondial consécutif pour le Britannique sur cette distance. Même si les Kenyans, les Éthiopiens et les Ougandais ont tenté de faire tomber Mo Farah pour le dernier 10 000 mètres de sa carrière, hier soir, en clôture de la première journée des mondiaux de Londres, le Britannique a tout d'abord résisté à ses rivaux avant de les maîtriser, puis de les dominer dans le dernier kilomètre. Et il a décroché un 3e titre mondial consécutif sur la distance avec un chrono de 26 minutes 49 secondes et 53 centièmes, la meilleure performance de la saison. C'est sa 10e médaille d'or consécutive entre mondiaux et Jeux olympiques depuis 2011. La médaille d'argent revient à l'Ougandais Joshua Cheptegei en 26 minutes 49 secondes et 94 centièmes et celle de bronze au Kenyan Paul Tanu en 26 minutes 50 secondes et 60 centièmes. Mo Farah qui abandonnera la piste pour se consacrer entièrement aux courses sur route après les mondiaux où il doit encore défendre sa couronne du 5000 mètres, a une nouvelle fois gagné grâce à son sprint accéléré. Le champion d'origine somalienne, arrivé à Londres à l'âge de 8 ans, est le demi-fondeur idéal, résistant et irrésistible dans l'emballage. Il est d'ailleurs détenteur des records d'Europe de 1500 mètres et du 10 000 mètres et la course d'équipe du Kenya et de l'Ouganda s'est une nouvelle fois brisée sur l'intransigeance de Mo Farah.
Et enfin, au Venezuela, séance inaugurale de l'Assemblée constituante à Caracas. La séance inaugurale de l'Assemblée constituante controversée a eu lieu donc hier vendredi au Venezuela en présence de quelques 545 membres, malgré les critiques internationales et le rejet de l'opposition qui manifestait simultanément, laissant craindre de nouvelles violences. L'ex-chef de la diplomatie vénézuélienne, Delcy Rodriguez, surnommé la Tigresse par le président Nicolás Maduro pour sa défense passionnée de la révolution bolivarienne, a été élu président de la Constituante voulue par le chef de l'État pourtant absent. Nicolás Maduro devait normalement assister à leur prestation de serment. Les membres de la nouvelle Assemblée, parmi lesquels l'épouse et le fils de M. Maduro, élus dans le sang de 30 juillet, sont arrivés donc peu après au siège du Parlement en arborant des portraits géants du défunt président Hugo Chavez et de Simon Bolivar. Ils se sont ensuite installés dans le salon elliptique à quelques mètres de l'hémicycle dans lequel se réunissent les députés élus fin 2015 et majoritairement issus de l'opposition, faisant craindre des tensions au sein du bâtiment. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous retrouverons le Focus. Et merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdoulaye. Bonjour Ali. Bonjour Ahmed. Donc nous allons nous diriger vers le Sénégal dans ce focus où les législatives ont eu lieu. 125 sièges sur 165 pour la coalition présidentielle. Et bien donc pour vous dire qu'au Sénégal, la victoire de la majorité présidentielle ou législative a été confirmée par la Commission nationale de recensement des votes. Elle a livré des résultats provisoires au niveau national. Hier, donc, vendredi 4 août, le recours déposé par le compte du maire de la capitale, Khalifa Sall, en ce qui concerne des résultats dans le département de Dakar, n'a pas été étudié par la commission et doit être transmis au Conseil constitutionnel qui doit donc à présent proclamer les résultats définitifs. Les résultats ont été rendus tard dans la soirée d'hier par la Commission nationale de recensement des votes qui a donné pendant des longues minutes le nombre de voix totalisés par chacune des 47 listes. C'est la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar qui remporte donc le plus grand nombre de suffrages avec environ 1 633 000 voix. En deuxième position, la coalition Wattu Sénégal de l'ex-président Abdoulaye Wade engrange 549 000 voix. Puis vient la coalition Wanko Sénégal du maire de la ville, Khalifa Sall, en troisième place. La majorité présidentielle est donc remportée, environ 49% des voix, soit 125 sièges des députés. Elle avait déjà revendiqué la victoire aux législatives dans 42 des 45 départements du Sénégal. Les résultats définitifs, bref Ahmed, doivent être donc à présent être publiés par le Conseil constitutionnel. En attendant, les coalitions peuvent déposer des recours. Merci pour toutes ces précisions Ali. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.